Mes chers collègues, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, plus connue sous le nom de CNE2, qui est représentée par Vincent Lagneau, donc son président, Madame Saïda Larouchi Angstrom, qui est sa vice-présidente, Madame Virginie Marie Cassaigne et Monsieur Philippe Guéochet, qui sont membres de la commission. Je vous souhaite la bienvenue à tous les quatre dans le cadre d'un rendez-vous devenu maintenant traditionnel depuis de nombreuses années, puisqu'il s'agit pour la commission de présenter à l'Office son rapport annuel. L'EPR de Flamanville a connu sa première divergence il y a un peu plus de 2 mois. Certains y voient le prélude à un renouveau du nucléaire porté par la construction annoncée de plusieurs EPR de réacteurs dans les années qui viennent. D'autres y voient une obstination regrettable dans ce qu'ils dénoncent comme une impasse écologique, industrielle et financière. En tout état de cause, EDF travaille activement à augmenter la durée de vie du parc électronucléaire actuel et de nouveaux acteurs bousculent le paysage industriel en concevant des projets de petits réacteurs classiques ou innovants, vous le savez. Enfin, en février dernier, lors du 3e Conseil de politique nucléaire, les pouvoirs publics ont confirmé le choix historique de la France en faveur du retraitement des combustibles usés. Pour être moins visible, le sujet du cycle du combustible, depuis l'approvisionnement en uranium jusqu'à la gestion des déchets, reste donc absolument central dans ce contexte dynamique. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de prendre connaissance et de discuter du rapport numéro 18 de la CNE2, son rapport pour l'année écoulée. Ce document évalue en effet les travaux scientifiques et technologiques concernant le traitement, l'utilisation, l'entreposage ou le stockage des matières et déchets radioactifs. Il permet d'en apprécier les orientations, la pertinence, la cohérence, les difficultés qu'il rencontre, donc en effet de savoir si notre pays est en mesure d'assurer une gestion sûre et responsable des matières et déchets de l'industrie nucléaire. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Lagneau, président de la commission. Et j'excuse ce matin Stéphane Piednoir, qui est retenu dans le cadre d'un congrès des maires, cher Philippe Bolo, dans le Maine-et-Loire. Donc, vous n'y êtes pas. Et vous le saluez. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir d'être accueilli ici pour présenter nos travaux. Travaux pas si récents que ça. Il s'agit des travaux que nous avons menés pendant toute l'année 2023-2024, et donc un rapport que nous avons conçu au mois de mai-juin. Et bon, vous le savez mieux que moi, l'agenda politique a fait que nous avons pris un peu de temps pour avoir l'opportunité de le présenter ici. Donc, ça ne bouleverse pas l'analyse, mais il a pu y avoir quelques petits changements depuis. Avant de rentrer dans les travaux, je voudrais profiter si vous pouvez avancer sur le sommaire, donc je rappellerai un peu ce que c'est que la CNE. Ensuite, je passerai un peu de temps sur la relance du nucléaire. Vous venez de mentionner que le paysage du nucléaire en France évolue assez vite. Ensuite, on parlera des matières et des implications sur les usines. Et puis, on passera un tout petit peu de temps sur la gestion des déchets HAVL, CIGEO. On ne s'attardera pas beaucoup, puisque, vous le savez, nous sommes en pleine instruction du dossier d'autorisation de création de CIGEO. Et donc, on ne va pas pouvoir s'exprimer énormément sur ce sujet tant que notre analyse n'est pas consolidée. Et puis, on terminera avec un panorama international, quelque chose qu'on fait tous les ans et qui, cette année, sera dédié à un panorama sur le stockage géologique et comme solution de référence pour la gestion des déchets de haute activité et à vie longue.
Alors, l'émission de la CNE, la CNE est issue... Vous pouvez aussi encore... tu peux faire signe pour qu'on avance. Donc, la CNE est issue des lois de 1991 et de 2006 sur les matières et déchets, je ne reviens pas dessus. Elle est constituée de 12 membres, français et étrangers, d'expertises variées, divers domaines de la science, sciences sociales, sciences économiques, tous bénévoles, c'est écrit dans la loi, et indépendants de la filière nucléaire française. Nous sommes nommés pour 6 ans avec un mandat qui est renouvelable une fois. Et vous l'avez dit, notre mission est d'évaluer les travaux scientifiques et technologiques sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Alors, notre mode de fonctionnement, nous auditionnons tout au long de l'année les acteurs du nucléaire. Donc, nous avons à peu près 2 auditions par mois pendant le début de l'année universitaire. Nous avons également des visites techniques en France et à l'étranger. Je signale que toutes les visites techniques à l'étranger font l'objet d'un rapport qui est soumis à l'OPEXT. Le dernier était le résultat de notre voyage en Angleterre en 2023. Et puis donc, nous avons le rapport annuel qui est remis à l'OPEXT, c'est-à-dire que ce rapport est transmis au Parlement, puis rendu public. Et accessoirement, on doit le mentionner, il est présenté également au CLIS systématiquement chaque année. Voilà. Dernier point, la Commission peut être saisie par l'OPEXT sur des sujets qui l'intéressent, évidemment sur les thèmes portant sur le cycle du combustible. Alors, vous avez la liste des membres de la Commission. Je ne vais pas m'étaler dessus. Si ça vous intéresse, vous la regarderez. Et je vais passer directement sur la relance du nucléaire. Donc, c'est assez peu de dire que le contexte nucléaire a radicalement changé ces quelques dernières années. Donc, vous l'avez rappelé, les pouvoirs publics ont décidé d'une relance de l'utilisation de l'énergie nucléaire en France, en incluant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de puissance et également le soutien à des projets de petits réacteurs modulaires. Et puis, donc, le CPN de février 2023 qui a confirmé la politique de retraitement des combustibles usés, et j'ajouterai dans l'objectif de la fermeture complète du cycle. Donc, c'est sur ces principes-là que la Commission a mené sa réflexion pendant cette année. Alors, on s'était ému il y a 2 ans, et notre recommandation reste totalement vraie. Il nous semble important que l'objectif de puissance installée du parc électronucléaire soit fixé dès que possible. Ça a des adhérences avec la PPE. C'est important pour que la filière s'organise, notamment pour mettre à jour les simulations d'évolution du parc pour atteindre cet objectif. Et cela inclut le type, le nombre de réacteurs, leur calendrier de construction et les durées de fonctionnement prévisibles. C'est important en ce qui nous concerne directement parce que cela implique tout le cycle, et en particulier les besoins en usine du cycle du combustible, la quantité et la nature des déchets produits. Enfin, considérant que seuls les RNR de puissance sont capables de fermer complètement le cycle, les scénarios vers la fermeture devraient intégrer donc les phases de transition entre types de réacteurs. Alors, je viens de mentionner le soutien aux petits réacteurs modulaires SMR ou petits réacteurs avancés AMR. Le programme France 2030 a sélectionné 10 projets avec un financement d'amorçage, et il est prévu une deuxième étape de financement avec un financement plus important. La Commission recommande que la suite du programme France 2030 concentre son soutien sur un nombre très restreint de projets pour qu'il soit efficace, c'est-à-dire pour éviter la dispersion. En outre, il nous semble que ces projets devraient être sélectionnés en prenant en compte l'intérêt des technologies développées pour la stratégie énergétique nationale. En particulier, pour ce qui nous concerne, nous, Commission, l'impact sur l'approvisionnement en combustible, sur le cycle, sur les déchets produits, mais bien sûr, plus généralement, pour les services qu'ils rendent à la production d'énergie et à la décarbonation. Également, l'allocation des financements, il nous semble, devrait intégrer un indicateur sur le niveau de maturité réaliste de ces projets, et niveau qui devrait être attesté par une évaluation indépendante. Par ailleurs, ces projets ont souvent vocation à se déployer sur des territoires nouveaux et parfois à proximité d'activités
en particulier pour l'électricité et la chaleur pour l'industrie. Et donc la Commission recommande que le cadre d'intégration de ces concepts dans des environnements industriels et urbains soit établi au plus tôt et prévoit la concertation avec les parties prenantes. Dans le contexte de relance du nucléaire en France, la Commission s'est naturellement intéressée à la place du CEA dans cette dynamique et elle y a consacré 2 auditions pendant l'année 2023-2024. Alors, vous le savez, le CEA a une activité importante sur le nucléaire et, à vrai dire, sur beaucoup d'autres sujets. Travaux qu'il présente sous 4 axes. 2 axes à court terme, en soutien à l'industrie, avec des travaux sur le fonctionnement des centrales actuelles, par exemple, et aussi l'allongement de la durée de vie des centrales. Ce sont des travaux qui sont, à l'évidence, très utiles. À moyen terme, des travaux en soutien aux projets de SMR et d'AMR, les start-up, et des réflexions systémiques sur les nouveaux usages du nucléaire. Et enfin, à plus long terme, le cycle avancé et les RNR. Alors, on l'a dit, la fermeture du cycle est un des axes majeurs de la stratégie nucléaire française. Et donc, la Commission s'est particulièrement intéressée aux travaux de R&D devant conduire à la fermeture du cycle et avec des réacteurs à neutrons rapides de puissance. Sur la R&D, à plus long terme, sur les neutrons rapides et le combustible associé, le CEA a présenté la consolidation de travaux antérieurs à 2019 et qui se poursuivent à petite échelle par de la simulation et de la veille. Sur le cycle, le CEA mène un certain nombre de projets, notamment à travers les besoins de MREP, je reviendrai dessus, le multirecyclage, qui a des adhérences, mais qui ne répond pas à tous les enjeux du MOX RNR. Alors, le CEA n'a pas exposé à la Commission, bien que cela lui ait été demandé, une véritable stratégie de R&D permettant le développement d'un cycle du combustible adapté au RNR à l'échelle industrielle, la réduction du coût unitaire des réacteurs ou encore comment accélérer leur arrivée dans le parc, si une telle décision devait être prise. Il est vrai que la politique nucléaire de la France a beaucoup évolué au cours des dernières années et peut-être que le CEA a estimé qu'une telle présentation était prématurée en attendant des orientations plus explicites des pouvoirs publics sur le futur du retraitement. Malgré tout, la Commission déplore que le CEA ne lui ait pas présenté de stratégie de recherche ni de programme de R&D propre, plus ambitieux sur ce sujet. Alors, il n'en demeure pas moins que la Commission observe que le CEA dispose de personnel de haute qualité scientifique et technique, à même de mener des recherches très ambitieuses. Et donc, définir un programme ambitieux, en particulier sur le programme GEN 4, serait un facteur puissant de motivation, très utile dans le contexte de la relance du nucléaire. Alors, je vais passer maintenant aux matières dans un contexte de souveraineté énergétique. En remarque liminaire, je dirais que les matières sont utiles pour leur contenu énergétique. Et donc, la Commission recommande de ne pas envisager leur déclassement en déchets, sauf si l'absence d'intérêt de ces matières était avérée. Alors, l'industrie française est bien positionnée. Elle dispose des moyens nécessaires à la conversion et à l'enrichissement de l'uranium naturel sur son sol, uranium naturel dont elle a besoin. Nous avions évoqué ce sujet ici même l'année dernière et la Commission recommande de mener à bien les actions permettant d'accéder au même niveau de souveraineté pour la filière d'utilisation de l'uranium de retraitement. Sur l'approvisionnement en uranium naturel, les diverses dispositions de l'industrie limitent fortement les risques conjoncturels sur l'approvisionnement en uranium naturel à court et à moyen terme. Les choses sont moins claires pour les risques structurels sur le temps long. D'un côté, la montée en puissance annoncée du parc nucléaire mondial accélère la consommation des ressources. Et d'un autre côté, des tensions géopolitiques peuvent entraîner la perte d'accès à certaines de ces ressources. Alors, même si la part du coût du nucléaire naturel dans le prix de l'électricité est assez faible, la Commission considère que la décision de report à la fin du siècle des RNR est insuffisamment fondée, car elle ne s'appuie que sur des considérations au prix de l'uranium, en négligeant les risques sur sa disponibilité. Parmi les dispositions qui allègent la dépendance de la France à l'uranium naturel, il y a la filière de retraitement. Le MOX permet une économie significative de l'uranium naturel. Nous avons observé depuis plusieurs années le multi-recyclage en REP, avec un certain scepticisme que vous avez dû noter, lié aux solutions techniques présentées et à l'organisation de la filière. Nous observons dans les travaux qui nous ont été présentés en 2023-2024 que la proposition
d'un nouveau combustible appelé le MOX-MR. Ce choix conduit à des simplifications significatives de gestion, ce qui répond en partie aux critiques que nous avions formulées sur les premières orientations du projet. Il s'agit d'une amélioration sensible de la crédibilité technique du projet de multirecyclage. La Commission observe cependant que le déploiement sera nécessairement limité dans sa durée, et cela en raison de la disponibilité du plutonium issu du retraitement du HOX pour le fabriquer. Si la mise en œuvre du MREP était décidée, la Commission recommande de conduire des travaux de R&D permettant de s'assurer que le multirecyclage sera disponible, le multirecyclage en RNR sera disponible au plus tard, au moment où la fabrication du MOX-MR ne sera plus possible. Il faudra également piloter la gestion du parc pour garantir qu'un stock suffisant de plutonium de qualité fissile appropriée soit disponible à cette date. Alors, ce qui m'amène au réacteur à neutrons rapides, avec 2 rappels directs. L'objectif de fermeture complète du cycle n'est accessible que par le déploiement d'un parc de RNR de puissance élevée, je l'ai déjà dit en début de présentation. Et puis, ce déploiement offre par ailleurs des garanties contre les risques de crise structurelle d'approvisionnement en uranium. La Commission est convaincue que cet objectif ne pourra être atteint qu'en revisitant complètement les objectifs dans une vision globale, c'est-à-dire à travers la création d'un nouveau programme d'ensemble, à visée industrielle, échéancé, financé et allant jusqu'au déploiement d'un parc de RNR de puissance et des usines du cycle associé. Pour garantir que le programme arrivera à terme dans les temps fixés, tous les verrous sur le chemin critique devront être identifiés et ainsi le programme devra prévoir toutes les installations indispensables à sa réalisation, y compris les outils d'irradiation pour qualifier en spectre rapide les combustibles et les matériaux. Ce programme devra conduire à la fermeture complète du cycle en temps opportun et dans des conditions économiques acceptables. Vous voyez ici que je parle de temps opportun et je ne donne pas de date, puisque ce temps n'est pas du ressort de la Commission, mais est un choix politique. Les implications sur les usines du cycle, dans tout ça, on aura besoin de combustible et de son retraitement. Alors, côté fabrication des combustibles, une nouvelle usine doit être construite pour prendre la suite de Melox dans les années 2040. On attire l'attention sur le fait que les cadences devront être nécessairement très significativement supérieures à celles atteintes dans la mise en œuvre du monorecyclage. Et évidemment, tout ceci dépend fortement de la puissance installée. On en a déjà parlé. Pour le retraitement, 2 options sont envisagées pour traiter les combustibles MOX-MR. Premièrement, l'adaptation des usines actuelles, quitte à dupliquer un certain nombre d'équipements pour atteindre la cadence nécessaire, ou alors le changement de procédé. Alors, attention, ces procédés ont été testés en laboratoire, mais les travaux importants sont encore nécessaires pour les qualifier à l'échelle industrielle. L'augmentation de la teneur en PU des combustibles usés, que ce soit pour le MOX-MR et encore plus pour le MOX-RNR, la Commission observe que seule la seconde option permet d'envisager aussi le retraitement des MOX-RNR très riches en plutonium. Nous recommandons donc d'intensifier et de concrétiser la R&D pour bien porter les nouveaux procédés jusqu'à leur industrialisation et de bien veiller à concentrer les efforts en priorité sur les briques qui sont aussi utiles au RNR. Enfin, pour les usines de fabrication de combustible comme pour le retraitement, la Commission recommande que les études soient complétées pour prendre en compte les besoins du parc RNR de puissance. Voilà, j'arrive à la petite partie sur les déchets de HA et MAVL. Donc, nous poursuivons notre analyse du dossier d'autorisation de création de CIGEO en vue de produire notre rapport qui est prévu à la fin de l'année 2025. Et donc, je m'exprimerai assez peu sur CIGEO aujourd'hui. Quelques messages cependant. Le premier, la Commission recommande que le décret d'autorisation de création fixe l'inventaire des déchets à stocker dans CIGEO, c'est-à-dire l'inventaire des déchets à stocker dans CIGEO dans le décret, soit celui qui est défini dans l'inventaire de référence. Un message sur la FIPIL, la phase industrielle pilote. On rappelle que sa vocation première est de valider et de qualifier les processus industriels.
Donc nous recommandons que les critères de réussite de la FIPIL soient fixés en amont du décret d'autorisation de création, qu'on sache à quoi s'en tenir, que la mise en œuvre soit de la pleine responsabilité de l'exploitant, et enfin, la Commission recommande qu'il n'y ait pas d'interruption des opérations de mise en stockage pendant la phase industrielle, pendant la phase d'instruction de la FIPIL. Alors, pendant cette phase d'instruction de la DAC, et à vrai dire pendant toute la vie de CIGEO s'il est décidé, les recherches sur le stockage géologique ont vocation à continuer. Nous pensons que c'est une excellente chose et nous encourageons la poursuite d'une activité de R&D tout au long de la vie du stockage. Il s'agit d'abord d'accompagner les innovations qui ne manqueront pas d'apparaître de manière à être capable d'en tirer tout le profit. C'est la démarche d'adaptabilité du stockage, mais aussi de maintenir une compétence scientifique et technique sur le long terme dans tous les domaines d'intérêt pour CIGEO. Et enfin, je signale que cette démarche de R&D continue, y compris les outils associés, contribue sur le long terme à la crédibilité de l'exploitant. Je vais passer la parole à ma collègue internationale pour parler de ce qui se passe dans le monde. Oui, merci. La Commission a réalisé une revue de stratégie de la gestion des déchets de haute et moyenne activité dans le combustible usé dans le monde. Il en ressort, comme on le sait déjà, que le stockage géologique est la méthode de référence pour gérer ce genre de déchets. Cependant, même connaissant ceci, c'est encore très différent entre les pays, comment on arrive à appliquer cette stratégie. Jusqu'à ce jour, il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont pu avoir leur permis de construire d'un stockage géologique, notamment la Finlande et mon pays, la Suède. Et la Finlande, d'ailleurs, a une avance assez importante. Ils sont maintenant dans une phase d'essai préliminaire du stockage. Et le Canada et la Suisse ont une feuille de route où il y a un processus de travail sur lequel ils se portent maintenant. La Belgique a une proposition de sélection de sites, mais c'est encore à une date. Il leur faut encore beaucoup plus de temps pour arriver à sélectionner un site. Et la plupart des autres pays, même les grands programmes comme les États-Unis par exemple, ont toujours des blocages de différentes natures, politiques, juridiques et autres. Et ce qui est au vif des blocages, en général, c'est la sélection de sites. Et la sélection de sites, c'est sociétal et politique. Mais pour résumer, les progrès se font... ça va vers l'avant, mais ça va à petits pas encore. Merci. Voilà, et cela conclut notre présentation liminaire. Très bien.